continue. Après le plaisir des papilles, eh bien là, je vous offre le plaisir des pupilles avec Bertrand. Bonjour Katia. Ça va Bertrand? Ça va super bien et toi? Très bien, de toute façon entouré de belles fleurs comme ça ne peut qu'aller, ça donne du baume au cœur avant les fêtes de fin d'année. Alors, donc j'imagine, chronique orchidée ce soir. Chronique orchidée, oui. Mais avant ça, on va regarder Déborah. Déborah qui, puisqu'on est toujours en période de Noël, Déborah va nous faire voir comment composer une couronne, mais avec du conifère que vous avez tous dans votre jardin, quoi. Voilà. Ah ben on y va. Alors, je vais vous présenter Déborah, qui travaille à la conception d'une couronne avec une plante que vous avez tous certainement dans votre jardin, c'est le thuya. Bonjour Déborah. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu fais en ce moment-là? Je fais une couronne en thuya. D'accord, alors ça commence comment? Tu commences comme... Alors, je commence avec un cercle en fer, et après j'enroule le thuya. Je tâche avec des morceaux de ficelle et ensuite je regarnis avec des petits morceaux de thuya. D'accord. Et tu mets longtemps à faire une couronne comme celle-ci? Oh, je mets 10 minutes, un quart d'heure. D'accord, donc ça va relativement vite alors. Oui. Alors évidemment, vous, derrière votre téléviseur, vous ne pouvez pas sentir, mais ça sent extrêmement bon. Alors je suppose qu'on pourrait le réaliser avec d'autres végétaux, d'autres conifères? Oui, du sapin normal aussi. D'accord. Et là, je vois qu'il y a d'autres couronnes, tu peux nous les présenter? Oui, alors ici il y a une couronne en cornouiller. Alors on enroule le cornouiller ensemble, puis au bout d'un moment c'est assez épais, puis on le regarnit après. D'accord, et quand il sèche, alors le bois reste rouge quand même? Oui, oui, tout à fait, oui. Après ici, c'est une couronne avec des petits avec des petits fagots de bois qu'on a collés avec du pistolet à colle. D'accord, donc là il y a de la colle là quand même, hein. Oui, c'est voilà, pas attaché. sinon là. ça tient pas. D'accord. Voilà. Et celle-ci? Et celle-ci, on l'a décorée, elle est plus ou moins finie. Il reste quelques petits détails à refaire dessus, mais sinon... D'accord, et vous avez coloré les pommes de pin là donc? Oui, avec une bombe dorée. D'accord, très bien. Eh ben, écoute, je te remercie. De rien. Les bonnes idées de Déborah. Mais dis-moi Bertrand, c'était où hein? C'est au prieuré de Saint-Gabriel-Brécy. Ça se trouve à côté de Crolly, entre Caen et Bayeux. C'est une école d'horticulture. Hein. D'accord, donc cette jeune fille est en formation là actuellement. Ah oui, bac pro première année. Alors, les orchidées. Les orchidées, Wow. oui, qui font partie des plus belles plantes du monde. Hein. Je pense qu'on peut utiliser ce terme hein, parce que c'est vraiment très très joli. Les orchidées qui sont des plantes épiphytes. Hein, donc Ça veut dire quoi ça? Alors c'est un terme pour expliquer qu'en fait les racines que tu vois à chaque pied d'orchidée sont faites pour s'accrocher à un support, c'est-à-dire qu'elles vivent dans différents supports, généralement dans des arbres, mais ce ne sont pas des racines comme une plante terrestre pour aller puiser la nourriture. L'orchidée, elle, va se nourrir par ses feuilles. Les racines ne servent simplement qu'à s'accrocher sur son support, quoi. Hein. Donc c'est assez spécial. Et par contre, c'est pour ça que ça vit dans des milieux où il y a 75%, 80% d'hygrométrie, parce qu'il faut évidemment qu'il y ait sans arrêt de l'humidité sur les feuilles pour qu'elles puissent se nourrir, quoi. Donc ce qui veut dire que quand on arrose l'orchidée, on le fait avec un pulvérisateur. On la vaporise, oui. Alors quand on a une pièce sèche, on est obligé de la vaporiser, on va dire 3 ou 4 fois par jour pour arriver à la garder, hein. Ah oui. Et puis sinon, quand on possède une petite serre, là, il suffit juste d'avoir un petit brumisateur, hein. Donc c'est un petit appareil électrique où tu mets de l'eau dedans et puis qui t'envoie un petit peu de vapeur d'eau sur les plantes, ça suffit largement, hein. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une légère moiteur, il faut qu'il y ait de l'humidité dans l'air, quoi. D'accord. Alors quelle est l'origine de l'orchidée? Alors celles-ci, beaucoup viennent d'Asie, mais tu en as sur toutes les parties du globe, hein. Et tu en as même en Normandie, hein. On a des orchidées normandes. Oui, tu as des Anacanthis pyramidalis, tu as de l'orchis, tu as des ophris. Alors surtout du côté de Falaise, hein, sur les monts des Rennes, tu as tout un tas d'orchidées sauvages. J'ai pas pu en amener là parce qu'elles sont protégées, évidemment. Il y a même pas le droit de les cueillir. Hein. Et l'orchidée aussi au niveau de sa culture a vraiment une particularité, c'est que évidemment après la floraison, elle va donner des graines, mais ces graines ont besoin d'entrer en symbiose avec un champignon pour germer. Hein, c'est-à-dire que si le champignon n'est pas présent, tu pourrais semer des milliers de graines d'orchidées, tu n'obtiendras jamais la moindre orchidée. Comme les trompettes de mort que nous a présenté notre cuisinier tout à l'heure. Non, sont des mycorhizes, sont des champignons vraiment spécifiques. Hein. Sur les arbres. Ce sont les champignons qu'on voit sur les arbres. Qui vivent avec l'orchidée, voilà, qui sont sur les arbres et qui vont systématiquement vivre en symbiose avec la graine et qui vont aider à la germination de la graine.
Hein, voilà, c'est et donc comment dirais-je, la symbiose qui existe entre le champignon et les racines tubérisées comme ça d'orchidées, eh bien, la détermination comme ça de cette symbiose a été faite au jardin botanique de Caen, hein, par Noël Bernard, qui était un botaniste de l'époque et qui lui a mis en évidence cette symbiose qui existait entre les graines d'orchidées et les champignons. Hein. Donc c'est une plante qui a que des originalités. Hein. Alors on voit, elles sont toutes différentes, donc tu vas peut-être commencer par nous les présenter, peut-être celle-ci qui est en face de toi, il y a trois couleurs dessus. Voilà le cambria. Alors le cambria, c'est des fleurs, on va dire, moyennes hein, par rapport aux orchidées. Fleurs moyennes alors avec des lèvres évidemment, hein, des lèvres. Alors on pourrait tout imaginer en regardant les orchidées. À savoir aussi, petite chose plus moderne, c'est que l'orchidée fait partie des plantes les plus tatouées. Hein, c'est-à-dire que maintenant les gens, quand ils vont chez un tatoueur et qu'ils ont envie de se faire une fleur, c'est souvent une fleur d'orchidée qui est choisie pour les tatouages. Donc celle-ci, t'as du jaune, du rouge, alors qui vire au pourpre avec les lèvres blanches, c'est absolument magnifique. Hein. Donc ça, c'est du cambria. Alors on reste en Asie là. Hein. On dirait des petits papillons. Oui, alors quand on parle du papillon, là tu as les phalaenopsis à côté de toi, donc la blanche et la jaune hein, qui sont là. Phalaenopsis veut dire papillon. Hein. Pourquoi ? Parce que là-bas, en Asie, eh bien à l'aurore, quand les orchidées sont en fleurs comme ça en sous-bois, on a vraiment l'impression que des papillons sont posés comme ça dans les arbres. C'est magique, hein, c'est magique. Alors, il y a une petite particularité ici, hein, la Jewel Orchid, qui est une Ludisia, en fait, qui est une orchidée nouvelle, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'au départ, les orchidées, on les connaît bien, mais elles sont pas forcément cultivées. Celle-ci commence à être cultivée. Alors, elle est magnifique parce que elle a un feuillage pourpre velours qui est très pourpre avec des petits liserés presque rouges. Et elle fait une magnifique fleur blanche, une énorme fleur blanche comme ça en son centre, superbe. Hein. Ludisia, ça s'appelle. Hein. Là, elle n'est pas fleurie. Hein. Là, elle n'est pas fleurie. D'ici, là, tu la mets à la chaleur. Dans 2 semaines, tu as la fleur. Hein. Ça va relativement vite. Hein. Alors, comment on peut expliquer les différentes sortes de couleurs qu'il y a sur les orchidées ? Alors ça, c'est selon les variétés. Et en plus, les orchidées se croisent entre elles. Hein. Donc, il y en a tellement de variétés que chaque fois que 2 variétés se croisent, eh bien ça y est, ça recrée des nouvelles couleurs. Ça... Donc, les couleurs sont naturelles. Parce là, c'est qu'on tout à fait naturel, oui. On le sait que par exemple pour les roses, c'est nous êtres humains. Oui, ça a été un peu forcé. Mais là, non. du tout. L'orchidée. Non. Elles ont été sélectionnées, bien sûr, à la base. Quand un horticulteur se spécialise dans les orchidées, il est bien évident qu'il va utiliser des variétés vraiment où les couleurs sont très lumineuses, voilà. Et puis après, il va multiplier cette variété. Mais là, tout est naturel. Hein. C'est-à-dire que dans son milieu naturel, la cambria qui est là a les mêmes couleurs. Hein. Alors, quoi te dire d'autre dessus ? Sur la culture, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des orchidées en fleurs, et puis l'orchidée, évidemment, au bout d'un moment, alors ça dure, ça fleurit 2 à 3 mois, ça peut même aller jusqu'à 6 mois de floraison. L'orchidée fane, et on ne sait jamais quoi faire après la fanaison de l'orchidée. Ben oui, parce qu'elles sont tellement belles que même fanées, on n'ose pas les couper. Alors, est-ce qu'il faut les couper ? Il faut le faire, voilà. Donc là, on a la chance d'avoir Xavier qui va nous faire un gros plan sur les... pas sûr. Hein. Je sais pas s'il va être d'accord. si, sur les yeux des orchidées, c'est-à-dire que chaque hampe florale d'orchidée possède ce que nous, les jardiniers, on appelle des yeux, hein, qui en fait sont des bourgeons. Eh bien, il suffit de garder 2 bourgeons. Tu vois, là, je pose mes doigts sur chaque bourgeon et de couper juste au-dessus les fleurs fanées. Voilà. Et donc, sur ces bourgeons, va renaître évidemment des feuilles hein, et des futures hampes florales pour l'année suivante. Voilà. Alors là, on a vu au niveau de la taille. Au niveau du rempotage, j'ai apporté un sac de mélange spécifique orchidée. Hein. Alors là, parce que évidemment, vu que les racines ne sont pas dans la terre normale, je t'en ai parlé tout à l'heure, hein, elles sont juste faites pour s'accrocher. Il faut utiliser un mélange, un substrat qui va vraiment être très drainant et très léger. Donc on retrouve de l'écorce de pin dedans, on retrouve un peu de sphène, donc de la mousse. Tu te souviens, on avait parlé des plantes carnivores qui poussaient dans la mousse. Hein. Et là, il y en a un petit peu aussi chez l'orchidée. Il y a aussi des petits morceaux de vermiculite. Il y a un peu des petites boules de polystyrène pour que ce soit très léger et neutre, hein, tout à fait neutre. Et donc, ce mélange, on ne va pas le mettre dans un pot classique, on va le mettre dans un pot ajouré. J'en ai un qui est ici, hein, c'est-à-dire un pot qui a de multiples trous. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir que les racines aériennes de l'orchidée viennent systématiquement sortir par du pot et s'accrocher sur le pot pour pouvoir vivre. Hein.
Voilà. Donc ça c'est impératif. Voilà, et dernière petite chose, une fois qu'on a rempoté l'orchidée, qu'on l'a taillée, ça aime vivre suspendu. Donc faut pas hésiter à les suspendre dans la maison. Et après la floraison, à leur faire avoir un passage de au moins 4 mois de repos, où on ne va pas les oublier, mais on va simplement les arroser pour pas qu'elles dessèchent, mais c'est tout. Faut vraiment les laisser se reposer. Et puis fin d'été, recommencer ce rempotage et puis les rentrer ensuite. Voilà. Oh, un vrai petit moment de bonheur ça. Merci Bertrand pour les orchidées. Alors, la question téléspectateur, vous le savez, vous pouvez écrire à Bertrand, vous n'hésitez pas. Citizen Télé, on va vous inscrire l'adresse sur votre écran. Citizen Télé 3 Square du... Alors ça c'est l'adresse mail. Oui, c'est ça, 3 Square du Théâtre à Hérouville-Saint-Clair. Donc n'hésitez pas à envoyer vos questions. Là, c'est madame Volée-Maryse qui habite à Pont-l'Évêque. Bertrand, je vous envoie une grappe de raisin noir et des feuilles. Ça fait 5 ans que j'ai planté cette vigne contre un mur du garage. La deuxième et la troisième année, eh bien, nous avons eu des raisins à foison. Et depuis 2 ans, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que des grappes desséchées. Bertrand, que faire? Oui, alors c'est une moniliose en fait. Donc ce qui se passe, c'est que la formation des grains, les grains ne se développent pas. Et puis ça pourrit, donc ça fait une espèce d'inflorescence avec des petits grains de raisin dessus complètement pourris. Alors la personne m'a indiqué qu'elle avait déjà fait un traitement aux huiles. Moi je lui aurais conseillé de toute façon de continuer ce genre de traitement. Et puis surtout de bien la tailler à la fin du mois de mars, en faire un squelette, c'est-à-dire que la vigne se taille très sévèrement au mois de mars. Quant au reste, au niveau de la terre, apparemment elle a une bonne terre, donc il y a pas grand chose à ajouter, si ce n'est que bien la tailler au mois de mars et surtout continuer de la traiter aux huiles. Il n'y a pas de traitement spécifique. Je veux dire, il n'y a pas de poudre de perlimpinpin pour ce genre de problème, quoi. Mais alors, Maryse, vous avez votre réponse. Merci Bertrand. Je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je t'en prie, joyeux Noël à tous. Et on se retrouve à la rentrée. Salut. Alors, on se retrouve nous demain pour une émission toujours aussi festive, puisque je vous proposerai tout plein d'idées cadeaux made in Normandie, avec notamment des auteurs de livres, Marc Potier, Isabelle Bournier, Sylvie Robe. Mais notre coup de cœur Citizen, eh bien, ce sont les crevettes et les vikings de la société Eula qui vous présenteront leur dernière création. Belle soirée à tous, à demain.